Imaginez une entreprise africaine née du rêve de voir les Africains représentés dans la science mondiale. Une start-up qui voulait que le génome africain, le plus riche du monde, serve à soigner les maladies africaines. Elle s'appelait 54 Gènes et pendant un instant, elle incarnait tout ce que la tech africaine pouvait espérer. Innovation, excellence et même audace. Dans cette vidéo, on verra comment la génétique africaine est un enjeu mondial à plusieurs milliards de dollars. On vous amènera dans les coulisses des labos de génétique en Afrique, mais également dans les cercles financiers mondiaux pour vous montrer comment l'étude et le contrôle du patrimoine génétique africain n'est pas juste un enjeu continental, mais l'un des futurs de l'économie mondiale. Avant d'aller plus loin, on ne vous le rappellera jamais assez, pensez à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. À ce stade, c'est le mieux que vous puissiez faire pour nous soutenir. On espère que vous apprécierez le contenu et on se dit à tout de suite. Bon visionnage. L'histoire de la startup 54 Gènes commence en 2019 au Nigeria quand Abasi Enebong, docteur en génétique, diplômé dans une université d'Angleterre, décide de fonder une start-up de biotechnologie avec une idée simple. Si 99% des données génétiques utilisées dans la recherche viennent d'Européens, comment espérer développer des traitements adaptés aux Africains? L'idée séduit tout de suite. Elle est simple, elle est facile à comprendre et le potentiel sur le long terme est quasiment infini. Son ambition est claire, rapatrier la science sur le continent africain et créer des laboratoires ultra modernes capables de répertorier, séquencer et classer les gènes disponibles dans les 54 pays africains dans une biobanque, afin de produire des médicaments réellement adaptés à la génétique africaine. Sur le plan international, c'est un vrai boom, car le génome n'est pas seulement une question de santé, mais une vraie mine d'or pour les entreprises du Big Pharma. Chaque gène identifié, chaque mutation décodée peut mener à la création d'un médicament breveté, donc à des milliards de dollars sur le long terme. Autrement dit, si 54 Gènes arrivent réellement à mettre sur pied sa biobanque et produire des médicaments adaptés, les revenus potentiels ne se compteront pas en termes de millions, ni même en termes de milliards, mais bien en termes de trillions de dollars. À cela, il faut rajouter le fait que l'Afrique étant le berceau de l'humanité, étudier les gènes disponibles sur le continent africain, c'est totalement remettre en question les connaissances mondiales en la matière et entrer dans l'une des plus grosses mannes financières qui auparavant n'a toujours appartenu qu'aux Occidentaux. Bien évidemment, ça n'a pas loupé et les investisseurs ont tous sauté sur l'occasion en or et 54 Gènes a levé plus de 45 millions de dollars en 3 ans. Parmi les investisseurs, on a notamment Y Combinator, Adjuvant Capital, KT Ark Invest et bien d'autres. L'entreprise commence à se développer, elle achète du matériel de pointe, installe des laboratoires ultra modernes au Nigeria, aux États-Unis et au Kenya et commence à récupérer des échantillons à séquencer pour constituer sa biobanque. En ce moment-là, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais comme l'histoire n'est jamais aussi simple que cela, en fin d'année 2019 et début d'année 2020, arrive la pandémie de Covid-19. Lorsque le Covid-19 commence, l'entreprise 54 Gènes est en plein développement. Elle achète des machines à plus d'1 million de dollars, des chambres de refroidissement allant à moins de 80 degrés et met même en place des systèmes de production autonomes d'énergie. Elle établit des partenariats avec des hôpitaux de référence et recueille des échantillons et consentements de patients pour la constitution de sa biobanque. Elle est en période de structuration et donc, elle dépense énormément pour constituer les actifs à valoriser plus tard conformément à son plan initial. Malheureusement, le Covid-19 arrive et absolument tout change. Les frontières sont fermées, les gens évitent autant que possible les hôpitaux et les capitaux ne viennent plus et l'entreprise se doit de trouver des solutions.
Grâce aux relations du docteur Rabassi Néobong, il obtient des facilitations de l'État pour des machines et des intrants nécessaires à la production massive de tests PCR dans le Nigeria et l'Afrique manquait cruellement. Malgré une certaine réticence de ses collaborateurs qui estiment qu'il s'agit là d'un détournement de leur noble mission, il lance en parallèle la production de tests et gagne pendant la période trouble des sommes ahurissantes. Les investisseurs ayant intégré le projet de départ sans avoir prévu cela se frottent littéralement les mains et savourent les bénéfices importants générés par le Covid. Et à ce moment, tout bascule. Passé le Covid, les entreprises de biotech sont un peu moins intéressantes. Et donc, les investisseurs poussent pour rendre l'entreprise rentable, quitte à pour cela vendre des échantillons déjà obtenus à des entreprises qui pourraient les exploiter. L'équipe s'y oppose totalement. Pour elle, la mission principale de l'entreprise n'est pas de courir après une rentabilité passagère, mais surtout de mettre sur pied cette biobanque qui serait historique pour l'Afrique et qui représenterait un enjeu beaucoup plus important sur le plan financier. Interviewé par Founder Connect, le Dr Rabassi Néobong déclare qu'il avait même déjà trouvé des deals avec des partenaires à hauteur de 200 millions de dollars pour la production de médicaments à partir de certaines données de sa biobanque. No private African company had ever done the type of drug discovery we're looking to do. So by 2022, I was working on a drug discovery deal. We actually had a $200 million deal, drug discovery, had the contract in hand. And we're going to get royalties on top of that, global rights, global royalties plus African rights on certain drugs. I think that was a big one for us as well, because it showed that the reason we held off on selling the samples was valid, right? Because we didn't want to sell samples, go against the market. Yes, we'll make a few tens of millions when we could be making hundreds of millions. And this was just one deal with one company, right? That was 200 million in milestones, plus an investment, plus upfront, plus royalties. And so it showed where we had gotten to. Unfortunately, we couldn't capitalize on that. But I want to put that there because it's not that it cannot be done. It's not that there was no interest to do it. And this is partly why I said in my write-up that we're sabotaged. Because around that same time, we also had a number of financing offers from some of the world's biggest financiers, more money than we'd ever raised in the combination of, in all the raises put together. We had more money, way more money that was going to come into the company. But the company wasn't allowed to take the money. Why? Because the wholesale takeover started. Okay, and stopped it now. Stopped it from happening, because I guess part of the strategy around doing a hostile takeover is to stop growth. So 54Gene's failure was manufactured. It wasn't a real failure. Avec le temps, le conflit opposant le fondateur et son équipe au board ne s'arrête pas. Les deals sont bloqués, les rumeurs présentant la gestion de 54Gene comme étant chaotique se mettent à circuler et l'image de l'entreprise à l'international se dégrade. Au plus profond de la crise, alors que le fondateur poussait pour une nouvelle levée de fonds, ainsi que le recrutement d'un CFO, le board bloquait absolument tout, quitte à même engranger des pertes importantes. L'entreprise était en chute libre et les fonds commençaient à manquer. Mais malgré cela, le board n'a pas hésité à bloquer des deals de plus de 500 000 $ trouvés par le fondateur pour refinancer l'entreprise. Une opposition farouche s'est déclenchée entre les employés africains recrutés par le fondateur et les employés occidentaux recrutés par le board, l'un d'entre eux n'hésitant même pas à dire « Nous ne prendrons aucun argent qui permettra le développement de cette entreprise. Les seules options sont la vente ou la fermeture. » In 2022, in fact, one of them, and like I said, some of the world's biggest investment funds, one of them had already completed their due diligence, and after completing it,
offered to double what they were going to put into the company. The other one put a convertible note term sheet that valued the company higher. And this was during 2022 was a bad time for biotech. It was a biotech bloodbath, right? But for some reason, we were even getting offers that was, well, it wasn't a down round. We were refused to collect money. Threats were made. Essentially, we had people internally working against the company growing. One of them even said, we will not take any money that is going to grow this company. The only option is either we shut it down or we sell it. Many times the person said that. En 2022, fatigué par des tensions à répétition et effrayé par le spectre de la fermeture de son entreprise, le docteur Rabasiene Obong, après une réunion avec son board, a décidé de démissionner de son poste de CEO. D'après lui, il s'est dit que si le problème venait de lui, il préférerait quitter la boîte que de la voir mourir. Mais dans la foulée, la nouvelle direction a procédé à un licenciement massif des employés de la boîte et est allé tout doucement vers une vente de ses actifs. Le docteur Rabasiene Obong a refait surface lorsque dans cet élan, le board a décidé de mettre en vente la biobank, l'actif le plus précieux, à des entreprises occidentales. Il a déposé une plainte au niveau de l'État du Nigeria pour empêcher l'expatriation des données génétiques africaines à l'extérieur du continent. Plus tard, l'opposition a fini par avoir raison de l'entreprise et tout ce qu'elle avait construit s'est retrouvé détruit. Le travail remarquable des chercheurs de 54 gènes devait permettre une réelle avancée de la génétique au niveau mondial. Voir ce patrimoine universel détruit dans un conflit d'entreprise a eu un retentissement important dans les milieux de la science à la vue de l'importance de la mission portée par 54 gènes. La Mastercard Foundation, organisme philanthropique de la société Mastercard, a décidé cette fois-ci de refinancer les chercheurs pour relancer le projet, mais sous une forme non lucrative. Et ça, c'est toute une autre histoire. Après la fermeture de 54 gènes et l'arrivée de la Mastercard Foundation, le conflit entre les chercheurs et les investisseurs a longuement perduré. Les rebondissements ont été très nombreux, dignes d'un vrai film d'action, mais nous n'y reviendrons pas aujourd'hui, ce n'est pas le thème de la vidéo. D'ailleurs, si ça vous intéresse, faites-le nous savoir en commentaire et si vous êtes suffisamment nombreux, on y consacrera un épisode spécial. Ce qui est important de mettre en avant dans cette vidéo, c'est l'audace et le génie de l'équipe de 54 gènes qui avait une mission qui semblait aller bien au-delà de l'argent. Si bien évidemment l'objectif premier était d'en gagner, les implications, les enjeux et les risques étaient tels que le simple gain ne pouvait plus se permettre de rythmer les décisions des chercheurs. Sur Made, on a apprécié tout particulièrement cette startup car elle s'est attaquée à un jeu qui ne se limitait pas juste à simplement gagner de l'argent, mais réellement à piloter un pan très important de la future économie mondiale. On espère que vous avez apprécié cette balade dans l'univers des biotech africaines et nous ne vous le rappellerons jamais assez. Likez, partagez la vidéo à vos proches et abonnez-vous, c'est en ce moment le mieux que vous puissiez faire pour nous soutenir. Merci d'être resté jusqu'à la fin et on se dit à bientôt pour parler de tech et d'économie autour du continent africain.